Thank you. Thank you, Sophia. Greetings and a very, very warm welcome to all who joined for this important pre-COP26 event, Building Forward Better, Advancing Sexual and Reproductive Health and Rights for Climate Adaptation and Resilience. As Sophia said, my name is Julita Onobanjo, and I am the Director of the Technical Division at UNFPA headquarters in New York. UNFPA, the United Nations Sexual and Reproductive Health Agency, is delighted to be co-convening this event with the Foreign, Commonwealth and Development Office of the UK government, with Women Deliver, Family Planning 2030, UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, the US Agency for International Development, USAID, and our other key partners, and a very, very special thanks to FP 2030 for hosting us on this platform. Indeed, the FP 2030 partnership brings together an interdisciplinary network of commitment-making role players from government, civil society, multilateral organizations, donors, foundations, the private sector, and research communities, energized to expand the family planning and sexual and reproductive health and rights movement, and galvanized to ensure greater commitment to support the rights of women and girls. A partnership that truly transforms, and that UNFPA with our Executive Director, Dr. Natalia Kanem, serving as co-chair for FP 2030's reference group, is really excited to be part of. Excellency friends, we are here today because we all know that climate change is one of the all-defining phenomena of our time. And despite ever-growing evidence on the intersecting linkages and impacts between climate change and sexual and reproductive health and rights, rarely are these discussed in the same spaces. So this conversation we will have today allows us to change this and come together with a stronger message and a stronger voice as we head to Glasgow. Our intent is primarily twofold. One, to create a common understanding and agree on a common framing for what needs to be done, especially from a policy and programmatic perspective, to integrate SRHR into gender-responsive climate adaptation strategies. And two, to leverage and build an even stronger SRH gender and climate adaptation coalition on the road to Glasgow at COP26 and at every consequent COP conferences of parties towards 2030 and beyond. And so to get us started, it gives me great pleasure to welcome our distinguished high-level speakers for the opening segment of this event, starting with the UK President of COP26, represented here by Her Excellency Wendy Morton, Under Secretary of State, Minister of European Neighbourhood and the Americas at FCDO of the United Kingdom. Her Excellency champions the rights of women and girls and recently shared that while climate change worsens existing inequalities, it is actually women and girls and marginalized people that are and must be critical parts of the solution. Your Excellency, we're grateful for your leadership and your presence here today, and allow me to hand over the floor to you for your opening remarks. Thank you, Julita, and good afternoon to everyone. This conversation today is both essential and it is timely. In less than 2 weeks, the COP26 summit will present the world with a watershed moment to address the climate crisis which is threatening the future of humanity. We all know that the poorest and most vulnerable people in the world, including women and girls, are suffering the worst of this crisis. It is threatening the progress we have made on sexual and reproductive health and rights around the world, and on ending the preventable deaths of mothers and newborns. And in turn, it is unravelling progress towards gender equality. Right now, storms, floods, heat waves and droughts are causing families to lose their livelihoods. They are threatening the health
and the lives of mothers and babies. They are disrupting health systems and preventing access to essential services, including sexual and reproductive health services. This crisis is preventing girls from getting an education, robbing them of the chance to achieve their full potential in society. And there is significant evidence that climate change is linked to increases in gender-based violence and child marriage. In Nepal and Bangladesh, research found that young girls may be pulled out of school and into marriage due to the financial hardship that extreme weather causes. In all these cases, women, girls, people with disabilities, LGBTQI people, and those living with HIV and AIDS are among the hardest hit. The UK is committed to addressing this, but it needs global commitment and global action. Action that brings with it enormous opportunity. When we invest in sexual and reproductive health and rights, people gain more control over their bodies and choices. This can build their resilience and that of their communities to climate change. We must therefore come together to promote sexual and reproductive health and rights as part of our urgent response to the climate crisis. Because only through strong leadership and decisive action will we be able to deliver the changes that we need to see. We must develop inclusive health systems capable of withstanding our increasingly unpredictable climate. And this is a key part of the COP26 health programme. We're working with partners to push for greater ambition when it comes to understanding and addressing vulnerability in health systems. And I implore all countries to join us in this ambition and to demonstrate their leadership by making these commitments to developing health systems which are resilient to the impacts of climate change. But we must also address the gaps in our understanding. It's crucial that we gather evidence on the impacts of climate change on sexual and reproductive health and rights. This will help us drive meaningful change and make sure health systems, services and rights are as resilient as they possibly can be. The UK is a passionate political champion of these issues and one of the biggest donors. And today, let me reaffirm our commitment and leadership on climate and sexual and reproductive health. We will use our presidency of COP26 to advance gender equality within climate action. Specifically, we will call on all countries to implement the Gender Action Plan agreed at COP25. This will mean taking action through local and national policies and investment. It will mean championing women and girls' leadership, building their resilience to climate change, and addressing the barriers they face to accessing climate finance. And we will work with other nations and partners to build health systems that are resilient, sustainable, and that enable choice and control for all, especially for women and girls. Many of you here today are working tirelessly to drive this agenda forward, and I want to thank you for that. If we want to change the world and truly achieve gender equality, it is vital we all play our part. And we must ensure that sexual and reproductive health and rights and gender equality are not victims of the climate crisis. Instead, they must flourish as part of the solution. Thank you. Thank you. Thank you, Minister Morton. Il faut assurer que les droits sexuels, la santé reproductive, les droits, l'égalité du genre ne soient pas des victimes de la crise climatique. Plutôt, ceux-ci doivent fleurir comme partie de la solution. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. C'est vraiment puissant. Il ne faut pas que ces éléments soient les victimes de la crise climatique. Un appel pour l'engagement mondial, une action mondiale, un appel pour la solidarité mondiale, un investissement à ce moment crucial. Nous vous remercions pour cet engagement du Royaume-Uni et de votre gouvernement. Même si aucun pays n'est à l'abri de cette crise climatique et de ses impacts, les PEID, les petits États, îles en voie de développement,
c'est parmi les plus sérieusement affectés, que ce soit en Asie, dans les îles du Pacifique, en Afrique, dans les Caraïbes. Les catastrophes climatiques frappent ces pays et leurs communautés de façon brutale, avec des femmes, des filles, des personnes handicapées, étant vraiment les personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous avons l'honneur spécial d'entendre de première main notre intervenant respecté, un leader pour le peuple, son Excellence Ahmed Seidi, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Environnement, du Tourisme et de l'Artisanat. Gouvernement des Comores. Excellence, vous avez la parole. Minister, we can't hear you. Nous ne vous entendons pas, Monsieur le ministre. Pardon, vous êtes en sourdine. Welcome. Merveilleux, bienvenue. Merci bien, madame. Comme ici, on est en fin d'après-midi, je voulais dire bonsoir à toutes et à tous. Excellences, mesdames et messieurs, distingués représentants des pays et des institutions en vos rangs et qualités, tout protocole respecté, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord exprimer au nom du gouvernement de l'Union des Comores nos vifs et sincères remerciements de l'invitation faite à notre gouvernement à prendre part à cette importante session, 2 semaines avant la COP26 à Glasgow. Les petits États insulaires africains en développement sont particulièrement plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique, qui comprend des événements extrêmes récurrents comme les cyclones et des processus à évolution lente comme l'augmentation du niveau de la mer. Ces événements entraînent à la fois des pertes de vies humaines et des dommages aux biens et aux infrastructures qui peuvent facilement paralyser les petites économies. Les petits États insulaires en développement font partie des acteurs les moins responsables du changement climatique et dépendent des autres pour s'assurer que des mesures significatives sont prises en faveur de la Convention. Cette situation, qui risque de s'aggraver, place les petits États insulaires en développement dans une dangereuse lutte pour la survie, pour laquelle ils ont besoin d'un soutien afin d'évaluer et de réévaluer en permanence les situations et de prendre des mesures d'adaptation en connaissance de cause. L'Union des Comores est très vulnérable au changement climatique, aux catastrophes et aux désastres naturels, tempêtes tropicales, cyclones, montée des eaux, tsunamis, inondations, glissements de terrain et éruptions volcaniques. Classée 150e sur 172 pays vulnérables au changement climatique, sur le risque global, les Comores font également partie des 35 régions critiques sélectionnées par le Fonds mondial pour la nature. Comme de nombreux petits États insulaires en développement, les capacités nationales d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique sont faibles, le pays étant classé 59e pour son manque de compétences en matière d'adaptation. Le changement climatique s'abat sur le Comores et ses îles en laissant des impacts dévastateurs sur l'agriculture, les pratiques de pêche et l'élevage, en perturbant les activités socio-économiques et en ayant un impact dangereux sur la santé en général et spécifiquement sur les femmes et les jeunes filles. Les effets sur l'agriculture sont dévastateurs. Le secteur constitue environ 50% de son PIB et les agriculteurs n'ayant souvent pas la capacité de s'adapter à l'impact croissant du climat. Le changement climatique a un impact particulier sur les femmes agricultrices. La majorité de la population vivant le long des zones côtières, les effets du changement climatique sont ressentis en premier lieu et de manière plus aiguë par les populations vulnérables et marginalisées, notamment les femmes, les enfants,
les jeunes handicapés, les minorités, les jeunes et les populations pauvres rurales. Le changement climatique exacerbe les inégalités sociales et de genre et multiplie les vulnérabilités existantes des femmes, des adolescentes et des jeunes. Le changement climatique réduit l'accès aux ressources productives, augmente l'insécurité alimentaire et la malnutrition, l'eau potable et l'assainissement amélioré, les soins de santé et l'éducation, et a également un impact sur l'accès aux services de santé sexuelle et reproductrice et sur la santé maternelle. Aux Comores, les femmes et les filles sont traditionnellement chargées de recueillir l'eau et d'aider à la production agricole. En raison de l'augmentation des changements de régime de pluie et des températures, les rivières s'assèchent et le rendement des puits diminue. Le changement climatique affecte les moyens de subsistance des ménages et le statut des femmes. Le changement climatique affecte les moyens de subsistance et exacerbe ou amplifie les conditions qui affectent la violence basée sur le genre pour les femmes et les filles. La violence contre les femmes, les jeunes et les enfants est un problème grandissant aux Comores. Les données sur la violence basée sur le genre montrent une augmentation avec l'impact actuel du changement climatique qui menace les moyens de subsistance. Entre 2016 et 2020, les 3 centres nationaux de violence contre les femmes ont signalé et géré 2957 cas de violence basées sur le genre, avec une augmentation de 413 cas annuels en 2016 à 706 cas annuels en 2020. La violence a également fait des ravages chez les jeunes, notamment en affectant leurs relations avec le personnel vivant avec un handicap au sein de leur communauté. Le pays a également élaboré un plan national d'adaptation en 2006. L'évaluation du plan national d'adaptation a reconnu que le changement climatique a un impact sur la santé des mères, des filles et des jeunes. Plus précisément, l'analyse a révélé que le changement climatique augmente l'impact sur les dépenses de santé des ménages, a un impact sur la santé des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans et a un impact direct sur l'incidence du paludisme et des maladies d'origine hydrique et vectorielle. Le plan national d'adaptation recommande des mesures pour protéger l'impact du changement climatique sur la santé et s'attaquer aux vulnérabilités accrues des femmes et des filles. Notre premier document national sur la contribution prévue déterminée de l'Union des Comores met en évidence l'importance que nous accordons à l'application des réglementations relatives à la restauration des zones dégradées, ainsi qu'à la promotion de l'agriculture intensive et à l'augmentation de l'implication des femmes et des communautés dans la prise de décision afin de renforcer leur rôle dans le développement de l'économie nationale. Cette année, nous préparons notre NDC révisé pour clarifier l'action des Comores en matière de changement climatique, à la fois sur ses composantes d'atténuation et d'adaptation, en renforçant notamment les actions d'adaptation sensibles au genre. Nous remercions le soutien du Bureau PAU UNFPA Comores et du Bureau régional UNFPA ESARO qui nous ont aidés à intégrer les aspects de genre et de vulnérabilité de la population et qui nous ont spécifiquement aidés à articuler les besoins des actions d'adaptation sensibles au genre. Dans la contribution prévue déterminée de l'Union des Comores, nous avons également souligné la nécessité d'une évaluation solide de la vulnérabilité afin de soutenir et d'améliorer la mise en œuvre d'interventions ciblées d'adaptation au climat qui répondent aux besoins essentiels des femmes et des filles et des personnes les plus vulnérables. Les Comores s'efforcent également de renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes, ce qui renforcera leur résilience et leur capacité d'adaptation pour faire face aux impacts récurrents du changement climatique sur le moyen de subsistance et la santé des femmes et des enfants aux Comores. Cependant, aucune des actions proposées dans le plan national d'adaptation et la contribution prévue déterminée de l'Union des Comores ne sera possible sans un financement climatique adéquat, équitable
juste et accessible au pays afin de fournir des réponses d'adaptation climatique urgentes. Nous avons besoin d'un financement adéquat et proactif pour apporter des réponses d'adaptation solides qui répondent aux besoins existentiels de notre population, dont la lutte quotidienne contre les impacts climatiques est une question de survie. Dans la perspective de la COP26, ce sera une grande réussite si les plus grandes économies du monde honorent l'engagement de fournir les 100 milliards du Fonds vert pour le climat qui soutiendront les réponses d'action climatique des pays comme le nôtre qui, bien que contribuant peu ou pas aux émissions, sont confrontés à l'impact quotidien du changement climatique. J'ai applaudi l'engagement du gouvernement britannique en faveur de l'éducation des filles et d'une réponse d'adaptation climatique sensible au genre, qui est d'autant plus crucial qu'il préside la COP26. En tant que partenaire du Commonwealth, les Comores espèrent approfondir ces partenariats en contribuant à la mise en œuvre des actions mises en évidence dans notre contribution prévue déterminée au niveau national révisé qui sera bientôt soumis. Pour conclure, les Comores sont reconnaissantes pour le partenariat qui a permis d'organiser cette session. Il est important que cette collaboration sur une approche multidimensionnelle de la lutte contre les impacts climatiques sur les femmes et les filles soit maintenue et approfondie, en particulier dans les communautés de première ligne qui ont un besoin urgent des interventions que nous pouvons offrir. Je me réjouis du partenariat et des actions que cet événement va créer et je suis assuré du leadership et du soutien de Comores dans la défense de la nécessité d'approche sensible au genre dans la réponse à l'adaptation climatique. Et je vous remercie. Honorable Minister Saïdié. Monsieur le ministre, honorable ministre, merci. Un message très puissant qui nous donne une bonne description de ce qui arrive au niveau des Comores et l'engagement que le gouvernement a pris pour assurer le bien-être de son peuple. Nous vous remercions d'avoir vraiment bien défini l'impact qu'il faut vraiment faire pour l'appel urgent pour le financement, pour que bon nombre de ces actions aient lieu, pour que nous ayons vraiment cette solidarité mondiale et cette coalition autour des femmes et des filles et des droits sexuels et de reproduction et le climat. Chers amis, les urgences apparentées au climat, nous avons entendu, exacerbent les vulnérabilités sanitaires existantes et les inégalités du genre et créent les conditions pour l'injustice, la violence, l'insécurité. Chez l'UNFPA, nous reconnaissons que la crise climatique sapera nos efforts collectifs pour mettre fin à ce que nous avons appelé nos 3 résultats transformatifs. Mettre fin aux décès maternels qui peuvent être prévenus, mettre fin à la violence fondée sur le genre et les pratiques nocives. Notre prochain intervenant, une voix pour ceux qui n'ont pas de voix, le secrétaire adjoint général et le directeur adjoint de l'UNFPA pour les programmes. Madame Keter, malheureusement, a dû donc se tourner vers une question urgente. Elle regrette de ne pas pouvoir nous rejoindre aujourd'hui, mais son message est un message de bonne volonté, de remerciement aux coordinateurs et leurs équipes dynamiques qui ont œuvré pour organiser cet événement et à tous ceux qui assistent dans différents fuseaux horaires. Si vous regardez dans le chat, nous avons des salutations de part et d'autre du monde. Son message est un message qui réaffirme l'engagement durable de l'UNFPA pour vraiment être le moteur de la résistance au changement climatique pour soutenir les pays, y inclut les pays tels que les Comores, mais de part et d'autre du monde, pour vraiment avoir un accès universel aux droits et à la santé reproductive et sexuelle, l'égalité du genre et les questions liées à la population, et offrir son soutien à la présidence du Royaume-Uni à la COP26 pour vraiment être donc engagé à ces stratégies qui intègrent le DSSR. Son message est un appel à nous tous pour vraiment
avoir un appel commun pour l'intégration des DSSR dans l'adaptation du climat, pour un financement durable pour les femmes et les jeunesses et cette vraie action de solidarité et de partenariat sur nos différentes approches programmatiques et politiques pour vraiment avoir des résultats pour ceux qui sont les plus vulnérables. Amis distingués, je remercie nos ministres. Je vais maintenant parler au segment technique et puis le segment du panel pour le reste de l'événement. Dans les années 90, la CCNUCC a négocié les processus axés sur l'atténuation climatique au début des années 2000, lorsqu'il a été compris que l'adaptation climatique, c'était essentiel pour une réponse globale. Même si le genre était mentionné dans les accords de Paris, l'importance du genre et de SSR et l'adaptation et la résilience climatique a dû être abordée de manière plus approfondie. Et au cours des dernières années, les conférenciers, les partenaires dans la communauté plus large de la SSR ont relié les points. Et en 2020, FPA a publié sa propre proposition sur la valeur de l'adaptation climatique et nos partenaires Women's Deliver ont également fait un diagnostic inestimable sur le niveau d'intégration du genre dans les adaptations et les plans d'adaptation en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Ceci dit, j'ai le plaisir de vous présenter Angela Bashiri et Diva Mathieu avec notre organisation partenaire pour souligner les évaluations récentes sur les effectuées à propos des plans d'adaptation nationaux et les contributions nationales. Merci donc Angela et Diva. Merci Diva. On n'a pas beaucoup de temps qui reste, donc vous aurez à peu près 10 minutes. Merci Dr. Julita, bonjour et bonsoir, vos excellences, collègues, chers et tous les protocoles observés. Divya et moi, nous allons donner un survol général de nos évaluations en matière de l'impact du genre et avec les plans d'adaptation et les preuves. Nous avons de plus en plus de preuves qui montrent un impact direct entre le changement climatique et les impacts sur les femmes et les filles. Que disent les preuves? Les preuves nous démontrent que à différents niveaux, et nous avons identifié, je vais donc expliquer les niveaux que nous avons identifiés et parler des 2 études principales que nous avons menées, 2 études complémentaires qui abordent les actions de changement climatique et les adaptations sensibles sur le plan du genre et les résultats aussi de ces plans d'adaptation sur le secteur de la santé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous voulons donc évaluer l'impact climatique sur la santé maternelle et ce rapport devient de plus en plus évident. Il y a de nombreuses études qui montrent que de plus en plus, il y a un impact direct sur la santé maternelle du changement climatique et certaines études et les groupes de travail examinent précisément ce sujet. Et il y a de multiples éléments de preuve qui démontrent à quel point le changement climatique a un impact néfaste sur la santé maternelle et comment le changement climatique aggrave les inégalités en matière de santé maternelle. Donc, les impacts directs et indirects sont très clairs. Prochaine diapo, nous savons que le changement climatique a un impact sur et des perturbations dans l'accès aux services de santé et aux produits de première nécessité. Nous savons aussi que le changement climatique a un impact sur la pauvreté et l'insécurité alimentaire due à la perte des moyens de subsistance liés au climat et affecte la santé maternelle. Nous avons élaboré donc un appel à l'action qui stipule que les
plan d'action doit prendre en compte également cet aspect de la santé maternelle, les besoins des mères et des femmes enceintes. L'impact est très clair, donc. Le changement climatique est reconnu comme ayant un impact majeur sur la santé maternelle, l'accès aux services pour différents segments de la population. Les preuves démontrent également, en termes de l'impact du changement climatique, qu'il y a un impact aussi sur le risque de violence liée au sexe et le mariage des enfants, le mariage précoce et forcé. Nous constatons que souvent, suite à une catastrophe ou un désastre naturel, il y a une incidence plus élevée de mariage précoce des enfants ou mariage forcé. Et il y a les preuves sont très claires en ce qui concerne l'impact de ces impacts liés à la violence sexo-spécifique ou à l'égard des femmes et le mariage des enfants. Je vais donner la parole à ma collègue pour parler d'autres aspects avant de parler, d'approfondir les aspects de financement. Merci. Women Delivers a aussi constaté qu'il y a de plus en plus davantage de la réalisation de droits sexuels et santé reproductive comme base de l'adaptation au climat. De nouvelles données montrent que les investissements dans la santé et les droits sexuels et reproductifs peut donc contribuer à une atténuation des effets avec plus d'égalité et un renforcement des services de santé, y compris des services maternels. Et on a le potentiel aussi de réduire les impacts du changement climatique parce que nous répondons aux vulnérabilités sous-jacentes. Nous avons aussi examiné des études de cas qui montrent que le DSSR peut donc accroître la résilience des femmes, des enfants et des familles qui, par la suite, pourraient les mieux équiper pour pouvoir faire face au choc climatique et contribuer à l'économie. Nous voulions aussi explorer l'intersection ou le chevauchement de ces domaines. Et même si ces études sont limitées, beaucoup de facteurs qui influent sur cet aspect, comme l'âge, la race et l'orientation sexuelle, peuvent aussi accroître la vulnérabilité vis-à-vis du changement climatique. Par exemple, les filles et les femmes ayant des handicaps sont plus menacées ou de risques de violence sexuelle et ont plus de difficultés pour avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Ils sont aussi plus victimes de changement climatique et sont moins préparés pour faire face aux catastrophes naturelles et d'autres crises d'urgence. Donc, si les plans d'adaptation ne prennent pas en compte ces aspects socio-économiques et du genre, nous allons plutôt aggraver les risques de ces populations vulnérables. Au début de cette année, nous avons élaboré une liste de conclusions suite à un examen des plans nationaux d'adaptation et nous avons eu un échantillon des différentes propositions pour ces plans d'adaptation et nous voulions voir si ces plans abordaient le lien entre l'adaptation climatique et les services des SSR et nous avons eu 6 constats. Premièrement, l'adaptation dans le secteur de la santé est considérée comme une priorité dans tous les processus de ces plans. Deuxième, si il y a une certaine attention aux considérations de genre dans le secteur de la santé dans ces documents de planification de l'adaptation. Il y a néanmoins une attention limitée au DSSR dans ces documents. En général, on parle des questions liées à la grossesse et à la fertilité et à la vulnérabilité associée à ces phases de la vie. On a aussi constaté qu'il y avait une disconnexion entre le secteur de la santé et les documents globaux lorsqu'il s'agissait de DSSR. Même s'il y avait certaines actions DSSR, ceci n'est pas vraiment reflété dans les documents globalement.
Ensuite, les points d'entrée les plus logiques, c'est des efforts pour promouvoir les actions sensibles au genre, par exemple, les évaluations de la vulnérabilité, créer l'occasion de pouvoir évaluer les questions des SSR et du genre avec cette perspective intersectorielle. Et finalement, les investissements dans l'adaptation du secteur de la santé peuvent avoir des avantages indirects pour la santé sexuelle et reproductive. Et on n'a pas vu tellement d'actions autour des avantages directs pour des SSR, mais les investissements plutôt dans les infrastructures sanitaires et les services de santé pour améliorer la résilience des systèmes de santé contre les chocs et les stress, qui pourraient aussi contribuer à atténuer les impacts du changement climatique sur des SSR. Merci, Divya. UNFPA a donc mené une revue des contributions déterminées au niveau national et ce document examine les réponses d'adaptation et d'atténuation. Et dans la première tour de NCD, nous avons examiné l'aspect des droits de la personne, les aspects du genre, santé sexuelle. Et ce que nous avons constaté, je vais souligner quelques points intéressants, malgré le fait que beaucoup de ces documents ont vraiment reconnu l'importance du genre. Ils n'ont pas vraiment articulé des actions sensibles sensibles au genre. En termes de la santé, on a constaté que la majorité reconnaissait l'impact sur la santé, mais très peu ont articulé l'importance du renforcement des systèmes de santé et d'intégrer des SSR dans ces réponses. Comme suite pour cette revue, nous avons tenté d'essayer les impacts à cause de la COVID. Certains pays ont été un peu en retard pour la soumission. Donc, on a travaillé avec le PNUD et UNFPA pour appuyer certains pays afin de pouvoir formuler des recommandations et appuyer le processus de revue. Ce que nous avons constaté, c'est que en termes des preuves au niveau national, il y a des lacunes et aussi des lacunes en matière de compréhension de ces actions de réponse et d'adaptation. Et aussi manque de compréhension vis-à-vis de l'importance d'intégrer les systèmes de santé. Donc, avec toutes ces preuves, nous arrivons au point où nous pouvons commencer à articuler une réponse collective. Donc, cette diapositive montre notre programme d'action collectif où on pourrait avoir une réponse collective autour de ces piliers de travail. Ces piliers qui visent à nous aider à renforcer les communautés, à faire en sorte que nous investissons dans la santé et l'éducation des populations. Deuxième pilier de travail, c'est tout le travail pour renforcer les systèmes, pour que les systèmes soient résilients au changement climatique, non seulement les systèmes de santé, mais aussi la protection et l'éducation. Troisième pilier, c'est une question d'avoir une atténuation du risque, d'être mieux préparé pour ces crises et pour avoir des réponses d'urgence plus solides. Quatrième pilier, c'est la population, la santé et le genre, les données sur la vulnérabilité, l'impact et la résilience et les solutions qu'on pourrait envisager. Nous allons maintenant parler des recommandations qui émanent de cette étude. Merci. Donc, suite à ce que Angela disait, nous avons proposé une série de recommandations en collaboration avec nos partenaires, prenant en compte l'ensemble des droits sexuels et reproductifs et garantir une approche de la planification familiale fondée sur la justice sociale et les droits dans les stratégies d'adaptation. Cela veut dire qu'il y a une reconnaissance que on a la responsabilité de réduire les gaz à effet les émissions de gaz à effet de serre doivent aussi prendre en compte les populations qui sont les plus vulnérables. Deuxième recommandation, renforcer la
collaboration entre les communautés de changement climatique, de la santé, des droits de la femme et de l'humanitaire. De plusieurs façons, promouvoir la collaboration entre les entités gouvernementales responsables des processus et l'égalité des sexes et de la santé par le biais d'arrangements institutionnels. Donc, d'autres exemples au niveau pays, promouvoir une collaboration, donc, comme j'ai dit, entre ces entités gouvernementales responsables des plans d'action et des contributions, les entités responsables de la question du genre et de la santé. À ce niveau, nous voulons mettre plutôt l'accent sur le DSSR dans ces différents processus, y compris le plan d'action et les forums, la coalition d'action sur le climat et le DSSR. Troisième recommandation, mettre davantage l'accent sur la participation inclusive, équilibrée entre les sexes et multisectorielle des parties prenantes à la politique climatique. Donc, des processus qui vont intégrer aussi les OSC dirigés par les femmes, les personnes provenant de toutes sortes de secteurs et de domaines différents, des consultations dédiées aux femmes et des groupes surreprésentés, mais aussi promouvoir le leadership des femmes dans un domaine ou des forums qui généralement sont très techniques. Et quatrième recommandation, investir dans la recherche pour combler les lacunes en matière de preuves et intégrer l'analyse des données sur la santé et les droits sexuels et reproductifs et sur le climat. Donc, faire ces analyses qui sont essentielles pour assurer à ce que les besoins précis de certains groupes, y compris les adolescents, les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, sont bien compris et abordés. Merci. Merci, Divya, Angela. Vous avez bien expliqué vos études, les preuves, les constats et les différents avantages directs et indirects. Et dans ce processus de revue, là où il y a eu des lacunes et des progrès, donc c'est vraiment un travail excellent et néanmoins, il y a toujours du pain sur la planche, des efforts à déployer. Et avec ces recommandations, il y a certaines pistes à poursuivre. Donc, merci pour toutes ces informations. Maintenant, nous passons au segment final, qui est vraiment un panel, un débat d'experts, où nous aurons plus de perspectives par rapport à ces approches que nous envisageons. Donc, j'ai un grand plaisir pour vous présenter notre panel. Vous les voyez sur l'écran ici, Suhan Liu, qui est cofondatrice de YouthNet, Claire Newman, responsable de l'égalité des sexes et du changement climatique au secrétariat des Nations Unies pour le changement climatique, Lorelai Goodyear, conseillère technique principale pour FP 2030, et Gareth Phillips de la Banque de développement africain. Banque africaine de développement, pardon. Bienvenue et nous allons vous précipiter un petit peu avec le temps qui nous reste, mais Suhan Liu, bienvenue. Et nous voyons globalement dans le monde comment les jeunes activistes poursuivent vraiment activement ces questions de changement climatique et c'est vraiment formidable le travail que vous faites pour demander au gouvernement de respecter leurs engagements, de prendre des actions plus fortes et solides sur les questions de changement climatique et l'impact sur les populations. La première question, comment le changement climatique a-t-il affecté les droits sexuels, de santé sexuelle et reproductive et l'équité de genre chez les jeunes? Merci, Yulita. Et on ne peut pas parler de la justice climatique sans parler de la justice sexo-spécifique et vice-versa. Comme coordinateur du réseau des jeunes pour la justice climatique et au Bangladesh, nous travaillons avec différentes entités au niveau de la base qui ont été affectées par le changement climatique. Les pays comme le Bangladesh contribuent le moins au contexte de climat actuel, mais paient le prix le plus lourd en termes d'impact humanitaire
nous voyons des perturbations dans nos systèmes de santé et services de santé. Mais dans l'avenir, ceci aura un impact négatif sur notre santé et sur nos moyens de subsistance. Les pays plus pauvres sont dans la même situation, mais ne sont pas vraiment sur le même bateau avec les pays qui sont les plus grands contributeurs, qui contribuent le plus à ces effets climatiques. Tant que le climat n'est pas vraiment abordé avec toutes ces différentes perspectives, nous ne pouvons pas progresser. Il faut donc prendre en compte également la violence sexuelle ou l'impact sur les droits de santé sexuelle, la violence sexuelle et d'autres impacts sur les femmes et les jeunes. La pandémie COVID-19 a aussi aggravé ces impacts avec d'autres aspects qui rendent encore plus difficile pour les jeunes de pouvoir avoir recours au pouvoir avoir droit aux services de santé sexuelle et reproductive. Nous voulons améliorer la qualité des services pour les jeunes. Nous contribuons notre plaidoyer au niveau local et national pour améliorer ces services des SSR et que le DSSR soit intégré dans les réponses climatiques. Merci. C'était vraiment formidable. Merci d'avoir expliqué ces actions très puissantes. Maintenant, Fleur Newman. Bienvenue, Fleur. Vous avez entendu vous parler de la recherche de Diva et Angela et on a vraiment parlé de ce processus de négociation climatique et comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que des approches plus sensibles au genre et transformatrices de genre soient vraiment intégrées dans les DSSR, dans les politiques climatiques nationales et que ça soit largement reconnu. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de participer dans cette discussion. On pourrait commencer avec des événements tels celui-ci. Ce que nous voyons, c'est qu'il faut toujours sensibiliser davantage, non seulement sur le besoin d'intégrer des SSR, mais de manière plus large, la question du genre. Parce qu'on a entendu les statistiques et les impacts sur les femmes et les filles de ces plans d'action nationaux ou plans d'adaptation, et les contributions nationales. Mais on ne peut pas trop dire l'importance de convoquer différents acteurs dans l'intégration des SSR et de sensibiliser davantage les gens par rapport à ce sujet, de créer des espaces de discussion, car il y a des défis. Et d'où la nécessité d'avoir la collaboration, une collaboration très large et d'avoir donc des discussions d'ordre général comme aujourd'hui ou des événements plus ciblés sur les sujets plus focalisés comme les mécanismes de coordination pour les adaptations climatiques. Et aussi de pouvoir rendre cette question de DSSR plus visible dans ce contexte. En plus des événements individuels, des approches transformatrices doivent être mieux connues dans différents domaines, y compris les ODD, les objectifs de développement durable, surtout avec les objectifs liés au climat et au genre. Et d'avoir plus de rapports pourrait sembler ne pas avoir un grand impact, mais souvent ces rapports sont très utiles pour promouvoir des échanges pair à pair et des revues et un changement pour se produire par la suite de ces rapports initiaux.
Et les pays peuvent le faire. Les pays peuvent donner des rapports à d'autres pays par rapport à ce qu'ils ont abordé, cette problématique ou les approches envisagées et comment ils comptent mettre en œuvre ces approches. Finalement, je dirais que l'autre aspect, ou avec tout aspect lié sur l'égalité des sexes, c'est une façon de trouver des moyens innovateurs pour expliquer, pour parler de cette question, pour avoir un public ciblé beaucoup plus large et atteindre plus de personnes, non seulement le personnel du secteur de la santé, mais les organisations à la base, le secteur privé, les experts, les praticiennes et tous les milieux. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de conseils pratiques et pour nous tous qui travaillent sur ces questions au quotidien, nous pouvons voir que c'est logique de faire cela, mais je pense que cette question de sensibilisation est vraiment essentielle. De convoquer les plateformes, d'établir des espaces comme aujourd'hui, c'est vraiment très utile. Et aussi d'avoir des rapports, des études. Donc, tous ces conseils sont vraiment très pratiques. Maintenant, je me tourne à Lorelai pour parler de la question de préparation d'alerte précoce, d'action préliminaire. À votre avis, à quoi ressemblerait une stratégie de préparation et d'intervention d'urgence robuste et sensible au genre pour des SSR dans le contexte d'une catastrophe climatique? À quoi est-ce que cela pourrait se ressembler pour un pays comme l'Union des Comores? Pardon. Merci. Je suis heureuse de pouvoir parler de cette question, comment on pourrait promouvoir plus d'actions pour favoriser les personnes les plus affectées par le changement climatique. Comme d'autres intervenants l'ont déjà dit, les catastrophes touchent tout le monde, mais pas de manière égale. L'inégalité du genre est vraiment un aspect essentiel lorsqu'il s'agit de l'impact du changement climatique sur la santé des jeunes et des femmes. Et pour atténuer l'impact des catastrophes sur la santé sexuelle et reproductive, la communauté mondiale a établi des normes pour les phases les plus aiguës de la planification qui s'appelle le paquet de services minimal pour la santé sexuelle et reproductive avec le sigle MIS. Dans l'idéal, le système de santé pourrait fournir une continuité des services SSR lors d'une crise, mais lorsque ces services sont perturbés, le paquet minimal établit des priorités claires pour les services SSR. Comment ces services seront fournis va déterminer la sensibilité au genre. Est-ce que les barrières sont à limiter ou éliminer pour les femmes ou est-ce qu'on vient seulement renforcer les normes néfastes pour les hommes ou les femmes, par exemple, le fait qu'une femme doit avoir le consentement de son homme, de son mari. Donc, il faut prendre ces questions en compte. Pour réaliser cet objectif, il faut investir plus dans la préparation en cas d'urgence. Donc, les budgets, les politiques, les plans de préparation doivent être mis en place pour pouvoir avoir une réponse robuste en matière de crise, pour renforcer les systèmes de santé, pour que nos réponses puissent être plus rapides, appropriées sur le plan contextuel, en impliquant les femmes dans les évaluations et la formation. Ces groupes seront plus équipés pour réagir. En résumé, les deux stratégies sensibles au genre que je recommande sont le fait d'avancer davantage les réponses en matière d'urgence avec l'intégration du paquet minimal de services. Merci, Lorelai. C'est excellent. Je vais passer immédiatement à Gareth parce que nous sommes un peu à court du temps. Je pense que vous avez entendu la ministre
faire appel à donc au ministre, pardon, faire appel à un financement, surtout du fonds vert. Et vous avez vu dans les présentations le travail limité sur les DSSR et le genre dans les NDC et les PAN. Alors, quels efforts sont en cours pour non seulement atteindre un objectif de financement 50-50 de façon durable pour l'adaptation et l'atténuation, mais aussi pour assurer, en particulier pour les efforts d'adaptation, que nous voyons de façon plus urgente, que les questions autour des femmes, des jeunes, des filles, que ces questions soient financées. Merci, Dr. Julita. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour m'avoir invité à parler. Je vais parler directement à la question de l'atténuation, l'adaptation 50-50. Plusieurs banques de développement multilatérales ont adopté des cibles pour aller vers la parité et la Banque de développement africaine est une des quelques institutions qui atteint cela par le biais de nos investissements dans l'agriculture, l'eau, l'assainissement, aussi bien que certains de nos projets énergétiques pour donner des bénéfices d'adaptation, mais largement, je pense qu'il y a une réalisation croissante qu'il faut en faire bien plus pour soutenir l'adaptation et au sein de cette fenêtre d'adaptation de se pencher sur les DSSR. Maintenant, vous avez parlé du Fonds vert pour le climat. C'est très intéressant. Nous travaillons de façon très étroite avec le Fonds vert pour mobiliser les ressources. Mais je dois dire que j'aurai des difficultés à voir comment vous pouvez pouvoir prendre un projet nécessaire au Fonds vert pour mobiliser les ressources à cause de l'échelle du financement, à cause de la complexité du processus de soumission de demande, à cause de la logique de la preuve du concept. Alors, à mon esprit, les mécanismes que nous avons qui offrent du financement pour le changement climatique se sont développés autour des demandes de l'atténuation et ne sont pas bien adaptés aux besoins d'adaptation. Prenez par exemple les types de personnes qui mettent en œuvre les projets d'adaptation. Il s'agit de petits projets qui ciblent un contexte, qui sont mis en œuvre par des acteurs locaux, des coopératives, des agriculteurs, des ONG. Il ne s'agit pas des personnes qui vont construire des grands projets infrastructurels complexes, qui sont sophistiqués, qui parlent anglais, qui peuvent rédiger des propositions complexes qui peuvent être soumises pour avoir 50 millions de dollars du fonds vert. Pour mobiliser ces ressources, donc, il faut vraiment que l'on élabore, qu'on pense à de nouvelles approches. On parle davantage de subventions pour l'adaptation, mais ceux-ci ne sont pas disponibles au secteur privé. Et cela exclut une grande partie de la communauté qui pourrait nous aider avec le développement de ce type de projet. Chez la Banque du développement africain, nous travaillons sur un mécanisme d'adaptation qui se concentre de façon plus générale sur l'adaptation, mais pourrait aussi prendre en compte des projets qui se penchent sur des questions de genre et les DSSR en particulier. Je ne vais pas vous donner plus de détails, mais l'idée derrière ce mécanisme, c'est de payer les développeurs de projets au niveau du secteur privé pour offrir ces bénéfices qui pourraient contribuer à la santé reproductive et sexuelle et ses droits et des projets y apparentés. Merci. Merci, Gareth. Excellent. Merci vraiment pour vous être penché sur certains des défis auxquels nous sommes confrontés avec les fonds de financement climatique en tant que Banque africaine du développement qui essaie de s'adapter tout en s'enracinant en ce qui fonctionnera de façon avantageuse pour cette cause. Je vais maintenant faire une autre ronde et cette fois-ci, à cause du temps, je vais vous demander de vous garder à 3 minutes, mais peut-être même cristalliser pour nous quelles seraient les leçons à tirer. Nous avons eu plus de 400 participants et ils ont vraiment besoin de points saillants de vous. Alors, ayons donc une question plus générale pour vous. Dans 3 minutes, quels seraient vos messages à prendre chez eux pour le public ici dans les différents domaines et secteurs où vous travaillez? Repassons à Souranou, à vous. Oui, merci, Dr. Julita. Mon message pour les dirigeants mondiaux, pour les DSSR et les politiques climatiques
Il faut une action urgente pour protéger nos peuples, notre planète aussi, et les DSSR. Cela est clé pour la protection des femmes, des filles, pour tous ceux qui sont stigmatisés, qui sont des victimes. Il faut comprendre ces droits dans les plans d'adaptation nationaux pour le climat et il faut un investissement pour rendre le peuple plus résilient à cette crise climatique. Cela exige une formulation, une mise en œuvre de textes, de programmes qui permettent aux jeunes et aux femmes et aux communautés vulnérables de prendre des décisions au sujet de leur vie dans les sphères publiques et privées. Cela exige aussi un renforcement de capacité des parties prenantes pertinentes au niveau local pour assurer la mise en œuvre réussite de ceci. Les politiques nationales sont façonnées autour d'accords mondiaux d'urgence. De mettre en œuvre au niveau local est essentiel. Il faut que nous ayons un environnement qui puisse écouter et s'engager avec les jeunes et les populations vulnérables dans le processus de prise de décision pour prendre en compte des constats scientifiques, des accords internationaux, les engagements internationaux y incluent ceux ayant droit aux droits de l'homme. Les coalitions et les approches multipartites sont très importantes. Ce partenariat peut comprendre les parties prenantes telles que la société civile, les gouvernements locaux et nationaux, le secteur privé, le secteur public, qui peuvent faciliter ces opportunités. Il faut donc des politiques climatiques qui établissent un lien entre les individus qui font une vraie différence dans les vies des femmes et des filles vulnérables. Il faut que nous soutenions les jeunes tout en renforçant leurs capacités sur les questions climatiques, le plaidoyer pour qu'on ait une voix jeune dans les forums mondiaux, avoir un dialogue entre les jeunes et les décideurs, les vulnérables décideurs, et les leaders mondiaux et les communautés internationaux. Nous vous incitons et nous vous disons, notre avenir est dans vos mains. Ne nous abandonnez pas, ne nous trahissez pas à la COP26. Il faut traiter de ces questions avec redevabilité, justice et honnêteté. Sinon, nous, les jeunes, nous ne pourrons pas survivre. Le moment d'agir est maintenant. Merci et à vous. Merci, Souhanou. Un appel très puissant, un appel pour l'urgence, un appel pour la participation, une participation honnête et réelle, un appel pour la capacité, pour la redevabilité, un appel pour qu'on mette les jeunes au centre de cet agenda, de cet ordre du jour. Merci. Maintenant, à vous, Fleur. Les points d'action que vous avez à nous donner. Je veux vraiment dire que même s'il s'agit d'un processus international, le processus est ouvert à la participation. Nous avons des processus, des ateliers, des processus d'ateliers. Le plan du genre est multipartie prenante. Il y a des opportunités dans ce plan d'action du genre pour vraiment faire ressortir ces questions autour des DSSR, autour des activités qui sont déjà accordées. Et puis, l'année prochaine, le plan d'action pour le genre passera par une revue intermédiaire de la mise en œuvre de ce qui fonctionne, de là où il pourrait y avoir un besoin de renforcement. Et encore une fois, il s'agira d'une opportunité pour les organisations de contribuer à ce processus de passage en revue par les façons procédurales de s'y prendre. Ça semble toujours procédural, mais il y a un impact. Il y a un appel ouvert en ce moment sur les preuves et informations sur les impacts différenciés du changement climatique sur les femmes et les filles. C'était une activité qui a fait partie de notre programme de travail précédent et par conséquent de ces soumissions, ce prochain programme de travail reconnaît l'importance
des aspects intersectionnels et multidimensionnels. Il y a donc des résultats qui découlent de ces processus. Et je reviendrai à mon point précédent quant à l'importance de la convocation de différents acteurs, de leur rassemblement, puis aller au-delà de nos bulles climatiques et de nos bulles liées aux gens pour être sûr d'inclure tout le monde qui a besoin d'être présent. Merci, merci. Vous nous dites que les opportunités existent de vraiment participer et d'avoir une influence. Je pense que la COP26 en est une, mais il faut vraiment renforcer aussi le plan d'action sur le genre. Et je pense que vous nous incitez à être inclusifs et avoir des conversations plus inclusives. À vous, Lorelai. Merci. En reconnaissance de la menace extrême représentée par le changement climatique, le FP 2030 prend 3 actions. Nous élargissons notre préparation pour les urgences et réponse à les urgences, stratégie EPR pour augmenter notre concentration sur la résilience à tous les niveaux. Nous élargissons notre base de partenaires pour inclure les acteurs environnementaux et climatiques à tous les niveaux et nous faisons un plaidoyer pour que les DSSR soient inclus dans les nouveaux engagements FP 2030 et engagements au niveau climatique. Sous ce partenariat, 47 pays ont pris des engagements pour augmenter la planification familiale à base des droits, même si les crises ont souvent été reconnues comme un risque à l'accès à la planification familiale. Seuls 23% des pays ont fait un engagement explicite aux besoins de planification familiale des femmes et des adolescentes affectées par la crise. Une barrière semble être la supposition que les crises sont la responsabilité de quelqu'un d'autre, tels que les humanitaires. Mais les humanitaires ne sont pas à la table quand les engagements sont rédigés. Les plans de santé nationaux sont élaborés et les budgets sont affectés. Ils peuvent conseiller, mais les gouvernements doivent diriger l'état de préparation. Aussi, il y a une supposition que répondre aux catastrophes climatiques est la responsabilité du ministère de l'Environnement ou de gestion des risques des catastrophes, mais les ministères ne sont pas responsables de la santé reproductive et sexuelle. Il faudra que tous ces acteurs travaillent ensemble pour le DSSR, pour que les femmes et les jeunes filles ne continuent pas d'être celles qui portent le plus grand fardeau. Donc, sachant qu'il y a tant à gagner dans cet état de préparation, j'invite toutes les organisations qui sont sur cet appel de faire un engagement à l'FP 2030. Nous demandons au gouvernement de s'engager à des stratégies de préparation pour des catastrophes. Et en fait, 50% des stratégies que nous avons vues incluent ces stratégies de DSSR. Aussi, les bailleurs et les agents de développement peuvent et devraient faire plus pour soutenir les efforts de réponse aux désastres du gouvernement avec des efforts complémentaires avec l'aide des organisations humanitaires et autres. Finalement, la société civile et les organisations des jeunes doivent participer de façon significative dans la formulation des plans de préparation pour la réponse à ces urgences. Nous avons l'orientation technique quant à ce qu'il faut faire, comment le faire. Nous savons que les vies seront sauvées dans l'investissement dans ces réponses. Donc, pour le DSSR, comme partie de l'adaptation au climat, ensemble, nous pouvons faire une différence. Je vous remercie. Merci, Lorelai. Il s'agit d'idées excellentes pour ce qui concerne vraiment faire appel à nous tous pour qu'on se rassemble et qu'on réponde de façon solide. C'est un de ses objectifs de vraiment se pencher sur ces partenariats multisectoriels, de se rassembler, de coordonner en tant que coalition pour vraiment voir comment ces engagements sont pris, donc appeler à davantage d'engagement et les traduire à des actions concrètes. À vous, Gareth, il y a une question excellente sur le secteur privé dans le chat et les investisseurs et comment ils peuvent être engagés. Mais merci pour tous ceux qui ont mis des commentaires dans le chat et nous enregistrons cela et nous allons revenir vers vous. Mais Gareth, à vous pour vos derniers mots de conseil pour nous tous et vraiment les leçons à tirer pour les collègues. Merci beaucoup, UNITA. J'ai 3 points que je veux souligner. Premièrement, nous avons entendu parler des cibles et des plans d'adaptation nationaux, mais il est très important que les pays hôtes articulent leurs besoins dans leur
contribution nationale, leur plan PAN et leur communication d'adaptation, les ADCOM. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est une très bonne façon d'énumérer les besoins. Il faut être très précis quant à ce qu'il nous faut. Il faut savoir que 10 000 villages avec d'eau potable en 2025, 500 centres sanitaires électrifiés en 2027, cuisson propre pour 58% de la population à une certaine date. Il nous faut des cibles SMART, de sorte à ce que les bailleurs puissent identifier quel soutien ils peuvent offrir. Et par le biais de l'accord de Paris, par le biais du renforcement des capacités, du financement, de la technologie, ils peuvent offrir les ressources pour répondre à ces besoins. Et puis, si nous avons ces cibles claires, là, il est bien plus facile pour nous de construire des pipelines et de soulever des fonds pour ces activités. C'est le premier point. Deuxième point, il faut une volonté des pays développés, de leur gouvernement, les pays qui ont les moyens de se faire, et des consommateurs de contribuer au coût de l'adaptation. En ce moment, nous nous sommes habitués à contribuer au coût d'atténuation. Il y a des schémas d'échange d'émissions, des impôts, des solutions diverses, mais nous ne payons pas pour les coûts d'impact de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors, il faut penser à cet aspect de l'adaptation. Ça veut dire que quelqu'un devra payer. C'est désolé. Mais si vous suivez le principe que celui qui pollue paye, c'est finalement le consommateur qui doit payer et contribuer à ces coûts. Troisièmement, il nous faut des mécanismes qui sont accessibles au type d'acteurs qui élaborent des projets d'adaptation. Il faut penser de façon créative et trouver différentes façons d'offrir du financement au développement de petits projets. Il ne faut pas qu'il y ait un fardeau trop lourd pour la complexité. Il faut permettre aux projets de petite échelle d'être produits en de grands nombres, c'est-à-dire il nous faut des dizaines de milliers de ces projets dans les différentes communautés par des coopératives et autres. Voici mes 3 messages et merci beaucoup pour l'opportunité de présenter. Merci. Merci, des messages excellents. Cette notion de contribuer à l'adaptation est vraiment une notion à étudier pour vraiment relier tous ces aspects. Merci, panélistes. Cela a été excellent. Nous arrivons à la fin. Je voulais vraiment remercier encore une fois Angela et Divya et nos 4 panélistes distingués. Et si les ministres sont encore parmi les nôtres, merci. C'est vraiment à cause de vous que nous avons eu une excellente séance. Je ne sais pas comment je vais résumer cela, mais vraiment, je veux souligner quelques aspects. Je pense que nous sommes réunis ensemble en tant que partenaires pour assurer la conscience de ce que nous savons pour ce qui concerne la recherche, les preuves, les données probantes autour des effets du climat sur les nécessaires, le genre et ce qui est arrivé et ce qui arrive toujours, mais aussi faire appel pour qu'il y ait une voix collective sur la voie de la COP. Nous savons que le changement climatique menace de façon disproportionnée les plus vulnérables. Nous l'avons entendu avec des exemples pendant toute la séance d'aujourd'hui. Et comment cela affecte les catastrophes liées au climat. Nous avons entendu parler de la justice sociale, de la justice climatique, le fait que cela n'est pas possible sans considérer l'égalité du genre, la justice du genre, et que la vraie égalité du genre n'est possible que quand nous réalisons les droits de santé reproductive et sexuelle. Et en faisant cela, nous habilitons l'urgence, la résilience de vraiment s'adapter au choc climatique. Il nous faut ce financement climatique pour l'adaptation. Nous avons entendu de Gareth certaines des façons que nous pouvons naviguer ce concept pour vraiment regarder cela différemment. C'est très différent de l'atténuation dans ce sens. Et il faut vraiment que nous renforcions cela. Vous avez un peu entendu l'encadrage ou l'encadrement sur lequel nous voulons nous pencher pour ce qui concerne la proposition de valeur que l'UNFPA a mis sur la table et des recommandations solides qui viennent aussi de Women Deliver et d'autres collègues. Et vraiment une coalition qui est présente ici,
qui va prendre cette question à la COP. C'est vraiment autonomiser les individus, les communautés, de renforcer la résilience et intégrer les DSSR dans la résilience climatique, l'éducation, et tous ces systèmes qui sont testés, ce renforcement des alertes précoces, la réponse aux urgences, le MIS dont a parlé Lorelai, y être conscient de tout cela. Alors, à la COP26 et au-delà, il faut que nous défendions ces engagements de vraiment faire des services DSSR une composante clé de la construction de des systèmes de santé qui sont résistants au changement climatique. Il faut investir non seulement dans les systèmes de santé, mais aussi dans l'intégration et vraiment comprendre les vulnérabilités au changement climatique, surtout d'un point de vue du genre. L'investissement aussi qui est nécessaire et l'engagement qui est nécessaire à la préparation pour les urgences, les alertes précoces et toute cette rubrique comme celle-ci est apparentée aux catastrophes climatiques, mais aussi l'investissement et la recherche pour combler les lacunes qui continuent d'exister dans les preuves, les tangibles dont Gareth a parlé pour ce qui concerne la fixation de cibles. Ça veut dire qu'il faut savoir où sont les personnes, où sont les vulnérabilités et donc les systèmes de données y incluent des évaluations de vulnérabilité, y incluent la technologie géospatiale, géoréférentielle pour savoir qui est dans une plaine d'inondation, est-ce qu'elle sait où est son centre de santé, quelle est sa vulnérabilité dans cette communauté, utiliser cela pour informer la prise de décision à tous les niveaux. Et vraiment, de fixer, d'atteindre des cibles pour la participation multiparties prenantes. En fait, à moins qu'on ne se rassemble de façon coordonnée, à moins qu'on assure qu'on peut influencer ces processus très importants au niveau pays qui traduisent les plans aux actions, au financement pour cela, là, je pense que l'on fera des choses magiques dans cet espace si on peut se faire. Alors, je veux vraiment vous remercier tous pour l'intérêt et pour votre participation à l'événement d'aujourd'hui. Et pour clore, c'est un honneur distingué, un plaisir énorme d'inviter Madame Jennifer Adams, l'administratrice adjointe pour le Bureau de la santé mondiale à l'USAID. Elle va nous offrir les remarques de clôture. Madame Adams, je vais vous demander de clore cet événement officiellement. Encore une fois, merci de l'UNFPA, de l'animatrice et à vous tous. À vous, Madame Jennifer Adams. Merci, Julie. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, très bien. Très bien. Alors, merci, Julita, pour cette présentation. Félicitations et bienvenue à vous aussi, à votre nouveau poste comme directrice de la division technique à l'UNFPA. Bonjour tout le monde de part et d'autre du monde. Je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui au nom de l'USAID et je veux commencer en remerciant nos hôtes pour avoir convoqué une discussion si importante et opportune sur l'intégration des droits sexuels et de santé reproductive de la santé dans ces domaines, dans les efforts de résilience climatique. Comme l'ont noté beaucoup d'intervenants, le monde est confronté à une crise climatique profonde qui exige une action collective. Il s'agit d'une menace existentielle et sa nature exige des solutions holistiques et intégrées. Le changement climatique affecte tout le monde, mais aura un impact disproportionné sur les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Et cela comprend les femmes et les filles. Les femmes et surtout les jeunes filles sont celles qui recueillent les aliments, trouvent donc tout ce qu'il faut pour la cuisson, le chauffage, prenant de l'eau à de grandes distances pour la famille et qui prennent charge des responsabilités domestiques. Elles peuvent aussi être les premières à porter ou à être les victimes des chocs environnementaux et économiques qui ne font qu'aggraver les risques de santé et de sécurité accrus auxquels elles sont confrontées, y inclut le manque d'accès aux services DSSR et aussi l'exposition au mariage précoce et donc à la violence basée sur le genre, y inclut les services de contraception. Tout cela peut
Donc, inclure ces services peut atténuer ces risques, permettant aux filles de planifier leur grossesse, de mieux protéger leur santé et celle de leurs enfants. Cela peut aider à augmenter la résilience au niveau individuel, foyer et communautaire. L'administration Biden a vraiment mis en avant le changement climatique comme priorité à tous les niveaux. L'USAID soutient cette directive en élevant et en intégrant les questions clés autour de la justice climatique et l'équité et inclut la collaboration avec les peuples autochtones, les femmes, les filles, la jeunesse et d'autres qui sont vraiment les plus grandes victimes de cette crise climatique, mais ont eu peu d'influence sur la prise de décision dans notre histoire. Prioriser la santé reproductive et sexuelle des femmes et des filles, inclure ces voix dans le discours et dans les discussions est essentiel pour l'action climatique durable. L'USAID est engagé au soutien des femmes, des filles et des jeunes comme agents puissants pour le changement, pour s'attaquer au changement climatique, à la crise climatique. Nous défendons aussi ces approches climatiques qui sont sensibles au genre au niveau international, national, local pour autonomiser les femmes et les autres groupes marginalisés qui sont les plus à risque pour les dommages climatiques. La stratégie climatique de l'USAID met le genre au centre de nos programmes, inclut des considérations du genre comme partie de nos efforts d'atténuation pour le climat. Nous travaillons avec les acteurs locaux et les organisations locales dans nos efforts. Actuellement, nous soutenons un consortium local en Afrique et en Asie pour augmenter l'engagement pour des approches transversales qui intègrent la planification mondiale, la santé reproductive et le genre dans le changement climatique. Travaillant sur les liens entre les EDSSR et le changement climatique exige un partenariat, avoir des conversations difficiles, vraiment être aux prises de quelle est la signification réelle de donner du pouvoir, de faire passer le pouvoir au Sud et mettre en œuvre des programmes qui donnent un changement significatif au peuple et aux communautés. Le USAID est engagé à travailler avec nos partenaires multilatéraux pour encourager les droits et avoir une approche à l'avenir qui met le monde sur une voie vers le changement durable. Merci. Merci, Jennifer. Je voulais que vous concluiez la séance, mais je vais vraiment le faire. Au nom de tout le monde, nous vous remercions à vous tous qui sont restés dans la conversation, qui ont été actifs dans le chat. Vous avez vraiment fait des déclarations merveilleuses. Nous allons assurer de les diffuser. Et le hashtag est ClimateSRHR. S'il vous plaît, si vous êtes dans les médias sociaux, suivez ce hashtag et merci à vous tous. Nous sommes à la conclusion.